Bonjour, bonjour. D'abord, je voulais remercier Franck Coppa pour l'invitation de présenter un peu les travaux qu'on fait à l'EFSA au sein des NAM et surtout de la problématique de l'acceptabilité réglementaire et des défis qu'on rencontre au sein de l'EFSA. Donc, ce que je présente, c'est mon opinion sur l'utilisation des NAM, pas nécessairement la vue de mon organisation. Oui, l'EFSA, donc, je suis toxicologue expert à l'EFSA. Je travaille dans le bureau du chief scientist chez nous. L'EFSA, donc, l'organisation l'agence qui s'occupe de la sécurité des aliments et se trouve en Italie, à Parme, et vous voyez aussi d'autres agences européennes qui travaillent sur la santé publique. Et on vient d'avoir une présentation par Mounir de l'ECA qui se trouve en Finlande. Ce que l'EFSA fait, on peut représenter ça un peu par notre atome EFSA. Et je vais voir si je peux mettre un pointer, laser, oui. Donc, ça représente un peu toutes nos activités. On travaille sur la santé des plantes, on travaille sur les substances qui doivent protéger les plantes, on travaille sur les OGM, la nourriture pour les animaux, aussi le bien-être et la santé des animaux. On travaille sur les dangers présentés par les micro-organismes, aussi bien les dangers présentés par les contaminants chimiques, mais on travaille aussi sur des substances qui sont ajoutées à la nourriture intentionnellement, et aussi les substances qui sont utilisées pour protéger la nature dans le food packaging et aussi la nutrition. Les éléments communs qu'on a, c'est que, et vous voyez ça en rouge, ce sont les substances chimiques. Donc, dans la plupart des domaines, on s'occupe des substances chimiques et surtout de l'évaluation des risques posés par ces substances chimiques. Au niveau des substances chimiques, donc on a des produits des substances qui sont réglementés, ce qu'on appelle regulated products. On a des contaminants qui sont donc pas vraiment régulés. La grande différence, c'est que pour les substances réglementées, il y a un appliquant qui est derrière une boîte, une industrie qui la produit, qui veut la mettre sur le marché. Et donc, dans la procédure, on envoie à l'EFSA un dossier avec de l'information biologique et toxicologique sur cette substance. Par contre, pour les contaminants, comme il n'y a personne disons une industrie spécifique reconnue qui produit ces contaminants, on est plus ou moins à la merci de l'information qu'on trouve dans la littérature ou bien de l'information qui existe, qui a été générée il y a un certain nombre d'années avant que la substance a été retirée, par exemple, du marché. On travaille sur des produits qui sont nouveaux, mais aussi des produits qui sont déjà sur le marché, qui doivent être réévalués périodiquement. Et donc, l'histoire des données qu'on doit recevoir au niveau de l'EFSA. Donc, il y a deux approches, deux situations auxquelles on a affaire. On a soit les données requises sont spécifiées par la législation, soit ils sont spécifiés dans nos lignes directrices. Mais je vais commencer avec la situation qu'on a avec la législation. Et l'exemple typique pour nous, c'est pour les plant protection products, donc les pesticides, herbicides, où la législation dit que l'information qui doit être envoyée à l'EFSA doit être suffisante pour que l'EFSA puisse faire une évaluation du risque. Et aussi, vous trouvez dans cette législation toute la liste de données qui sont requises pour faire cette évaluation du risque. Donc, si vous regardez bien, vous voyez tout le type des études in vivo
qu'on doit faire pour, au niveau toxicologique, aussi bien que biologique, mais aussi quelques études in vitro. Si on regarde ça un peu de plus près, vous voyez que les études biologiques qu'on demande sont surtout les études ADME pour pour comprendre le comportement de la molécule dans un système biologique. Il faut aussi préciser que toutes ces études doivent suivre les guidances ou les lignes directrices OCDE et doivent être faites suivant les critères GLP. Au niveau des études toxicologiques, de nouveau, elles sont in vivo et ce sont les études classiques comme subchronique, chronique pour développement, la reproduction, les études toxiques développementales. Et de nouveau, toutes ces études doivent suivre les lignes directrices OCDE et GLP. Au niveau des études in vitro, vous voyez que en général, ce sont seulement les études génotoxiques et les études sur le métabolisme pour mieux comprendre le métabolisme d'une substance. Naturellement, pour avoir tout l'aperçu du métabolisme et du comportement de la molécule, on demande aussi des études ADME in vivo qu'on a vues pour les études biologiques. Donc, si on peut résumer ça, la situation qu'on a à l'EFSA, c'est que les données qu'on reçoit, c'est principalement des études qui viennent c'est des données qui viennent des études faites sur animaux. Alors, est-ce qu'on n'a jamais travaillé au niveau des 3R ou utiliser des approches alternatives? Non, c'est pas le cas. Par exemple, on utilise le QSR. Surtout pour prédire des endpoints qui sont simples, et il faut être clair que jusqu'à présent on utilise le QSA surtout pour prédire la réactivité sur l'ADN, donc la possibilité qu'une substance soit mutagénique. Là, un domaine où le QSA a quand même une bonne possibilité de prédiction. On utilise aussi le riz de Cross pour voir si on a des données sur une substance et si on peut extrapoler cette information pour une autre substance. Et on a aussi une approche si on n'a pas de données toxicologiques. Et cette approche s'appelle le TTC, donc pour le Threshold of Toxicological Concern. Et avec cette méthode, on peut déduire un seuil pour une substance, et le seuil dépend de la structure chimique de la substance. Et avec ce seuil, on peut prédire que une exposition chronique, donc pour toute la vie, ne va pas causer de problèmes de santé aux consommateurs. Donc, où est-ce qu'on a utilisé, dans quel domaine on a utilisé ces approches? Bon, approche in vitro naturellement pour la génotoxicité, mais là, on a développé une ligne directrice qui dit que si les études in vitro sont clairs, donc démontrent une absence de génotoxicité, alors on n'a pas besoin de faire suivre ça avec des études in vivo. L'approche TTC a utilisé pour les arômes, mais elle est surtout utilisée pour des impuretés, des métabolites, des produits de dégradation, ou aussi des produits qui viennent qui ont une activité pharmacologique qui se trouve d'origine animale. Et cette approche est donc utilisée là pour évaluer le risque. Et en 2019, on a développé une guidance sur l'applicabilité de l'approche TTC. Le riz de Cross a été surtout et principalement utilisé pour les arômes. L'approche est historique parce qu'elle a déjà été
utilisée par le JECFA dans les années 90. C'est une approche qui est utilisée pour grouper les arômes qu'on avait quand même sur le marché, un peu plus de 2600 arômes sur le marché qu'il fallait quand même évaluer, dont il fallait évaluer le risque. Cette approche a été reprise par l'EFSA et principalement c'est utilisé pour le grouping des arômes dans ce qu'on appelle les Flavoring Group Evaluations, les FGs. Mais elle peut être aussi utilisée pour l'évaluation d'un nouvel arôme. L'approche a été aussi utilisée dans des mélanges, surtout pour le grouping, et je vais revenir à ça, et aussi parfois, cas par cas, c'est utilisé pour les matériaux de contact. Où est-ce qu'on va au niveau de l'utilisation des NAMS à l'EFSA? Quel est le futur? Et il faut dire qu'on a déjà entendu ça de Sylvain, aussi de Mounir, que l'horizon européen a changé considérablement ces dernières années. En 2020, on a naturellement la stratégie de l'Union européenne pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques vers un environnement exempt de substances toxiques. Et dans ce document et dans cette police, on voit qu'il est très clairement spécifié qu'il est important de réduire l'utilisation et la dépendance sur les tests sur les animaux, donc les données qui sont faites in vivo pour augmenter la qualité et la rapidité pour faire l'évaluation du risque. Et vraiment, la policy, disons, donne base pour un développement qui nous mène au-delà de l'utilisation des tests sur les animaux. Cette approche est aussi vue dans notre stratégie de l'EFSA, donc la stratégie 2027, qui a été publiée en 2021, où il est clair que l'accent sur les méthodes fondées par les MNA, la réduction au niveau de l'expérimentation animale et aussi l'innovation est une stratégie prioritisée dans l'EFSA pour améliorer la qualité des lignes directrices et des méthodologies scientifiques pour faire l'évaluation du risque. Et on a des actions clés pour vraiment développer et intégrer les méthodologies pour les NAMS. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Donc, on a déjà parlé du read across. Le problème avec le read across, c'était qu'on n'avait pas une approche harmonisée, tandis que l'ECA avait déjà développé un framework. Donc, en ce moment, on est en train de travailler sur une ligne directrice pour l'utilisation du read across. Et en ce moment, on est en train d'évaluer, de tester, d'évaluer d'abord l'applicabilité du read across pour les substances chimiques qui sont importantes au niveau de la sécurité alimentaire, mais aussi voir où on peut intégrer un read across pas seulement chimique, mais aussi biologique et toxicologique, et voir vraiment qu'est-ce que les approches NAM pourraient nous apporter pour faire un read across plus ciblé, plus précis. On a aussi développé ces dernières années quelques nouvelles guidances, et là je voudrais faire le point que ça fait partie de notre stratégie de l'EFSA pour vraiment voir au niveau des lignes directrices où est-ce qu'on peut intégrer des NAMS dans l'évaluation du risque. Et ça a été fait, par exemple, pour la ligne directrice sur les matériaux nano. Ça a été fait pour au niveau de la ligne directrice pour le grouping des substances chimiques. Pour les nanos, naturellement, les NAMS apportent un soutien très important pour la cinétique et la
la dynamique des substances. Et pour le grouping, naturellement, si on veut grouper au niveau plutôt mécanistique, c'est les NAMS qui vont apporter la solution sur ces approches. On a aussi travaillé très étroitement avec l'OCDE et certains centres de recherche universitaires pour développer un IATA basé sur des NAMS, seulement sur des NAMS pour la développement de neurotoxicité. Et en ce moment, cette approche est au niveau de l'OCDE pour validation. Alors, l'autre approche qu'on a adoptée au niveau de l'EFSA est de travailler sur des case studies. L'approche ici, c'est d'utiliser l'information qu'on a déjà, donc ce qu'on appelle des legacy data, de l'information qui devient des études in vivo dans différents domaines, et voir vraiment où les approches NAM peuvent complémenter, mais aussi remplacer l'information qui vient des études animales. Donc, ce sont des case studies pour vraiment gagner un peu plus de confiance dans l'utilisation et comment utiliser les données NAMS. On s'est focalisé sur des maladies neurodégénératives au niveau des pesticides. On travaille sur les nanomatériaux. On est en train de travailler sur l'intelligence artificielle, voir où elle peut être utilisé pour les NAMS. On a des projets sur l'immunotoxicité des substances polyfluoronées. On a un nouveau projet qui vient de sortir sur l'utilisation des modèles in vitro pour le métabolisme, aussi pour les substances nano. On vient de commencer un travail sur la toxicodynamique, surtout au niveau de la variabilité humaine. Et on a aussi une plateforme qu'on a développée pour intégrer toutes ces approches. L'aspect important, c'est que à l'EFSA, on n'a pas de laboratoire qui puisse faire ce type de travaux. Donc, on travaille avec des universités et des agences nationales sur ces projets pour développer ces case studies. Ça, c'est un peu notre vision. C'est une vision plutôt évolution que révolution. Pas révolution parce qu'on est encore limité au niveau de la législation, de ce qu'on peut faire. Et puis, il faut être aussi conscient des limitations qui existent encore au niveau de l'applicabilité des NAMS. Mais l'idée, c'est vraiment au niveau de la caractérisation des dangers, d'impliquer de plus en plus les données NAMS, mais aussi d'avoir une approche beaucoup plus intégrale avec l'exposition et l'identification, la caractérisation des dangers, où on fait plus utilisation des données épidémiologiques, du biomonitoring, comprendre plus les aspects cinétiques pour pouvoir, au niveau des données toxicologiques, pour voir qu'est-ce qui est important pour l'exposition, quels sont les drivers pour l'exposition, comprendre ça plus au niveau exposome aussi. Et naturellement, on peut pas travailler et on veut pas travailler en isolation. Donc, on travaille beaucoup avec naturellement ECVAM, avec le GRC. On travaille beaucoup avec l'ECA, surtout avec l'équipe de Mounir. Mais on travaille aussi beaucoup avec les projets comme EUTOX-RISC, les consortiums ASPIS, et il ne faut pas naturellement oublier PARC, où on est partenaire dans PARC. Et je sais que Christophe va donner une présentation après moi. Donc ça, c'est au niveau européen, mais aussi au niveau international, où on travaille avec l'OMS, la Global Coalition for Regulatory Science Research. APCRA, on a déjà entendu, Mounir a présenté APCRA, on travaille avec l'OCDE, les agences nationales et internationales en Europe, mais aussi en dehors de l'Europe. Et on a aussi notre propre mécanisme IMERAC, qui est une plateforme de communication avec toutes les agences.
quelques réflexions avant de terminer. Naturellement, on a encore beaucoup de défis avec les NAM. Il faut comprendre qu'est-ce que les NAM peuvent prédire, comment ils peuvent protéger, développer la confiance qu'on a dans les NAM pour les utiliser. On a besoin de tools qui sont vraiment solides, robustes. On a besoin de comprendre un peu mieux comment on interprète les données NAM. Et naturellement, il faut aussi du training pour avoir la nouvelle génération de gens qui font d'experts dans l'évaluation du risque. Une autre réflexion, c'est que il faut aussi qu'on travaille ensemble. Donc, la collaboration est essentielle entre régulateurs, les universités, les centres de recherche, l'industrie, mais aussi, il ne faut pas oublier la société qui doit aussi accepter les nouvelles approches. Et naturellement, pour tout faire fonctionner, il faut de l'argent. Et avec ça, je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette présentation et je remercie vraiment pour vous cinq pour toutes ces présentations qui dressent le contexte dans lequel on est actuellement vis-à-vis des évolutions réglementaires et de la voie vers l'acceptabilité et une utilisation plus importante de ces NAM avec leur intégration dans les réglementations. Et on est en retard, mais je vais quand même ouvrir la discussion sur ce sujet. Donc, si vous avez des questions.